égyptite signé entre Israël, l'OLP et le Hamas. Les implantations israéliennes resteraient sous contrôle israélien. Autre clause de ce plan, Jérusalem ne serait pas divisée. Le statu quo changerait surtout pour les résidents arabes de la ville sainte. Jérusalem sera partagée entre Israël et la Nouvelle-Palestine. La population arabe deviendra résidente de la Nouvelle-Palestine. La municipalité de Jérusalem sera responsable de toutes les terres de la ville, à l'exception des services éducatifs fournis par la Nouvelle-Palestine. Seule nouveauté selon Al-Maïdine, la mosquée Al-Aqsa passerait sous contrôle saoudien et non plus jordanien, comme c'est le cas aujourd'hui. La Nouvelle-Palestine serait dotée d'une police. Les hommes du Hamas devront remettre leurs armes à l'Égypte en échange de salaires mensuels. En outre, un accord sera signé avec Israël qui s'engagera, selon la chaîne, à protéger la Nouvelle-Palestine de toute agression extérieure en échange d'une contrepartie financière. En ce qui concerne la bande de Gaza, dans le cadre de ce plan, de nouvelles terres seraient remises à la Nouvelle-Palestine par l'Égypte. Le but, créer un aéroport et des usines sur place pour stimuler une activité économique en sommeil, sans pour autant permettre aux Palestiniens de vivre dans cette zone. Selon la chaîne de télévision libanaise, si le Hamas et l'OLP rejettent les conditions de ce plan de paix, les États-Unis cesseront leur soutien financier aux Palestiniens et empêcheront les autres pays de les soutenir. Si c'est Israël qui rejette ce plan, le soutien américain cessera. Après la présentation du volet économique du deal du siècle en juin dernier à Bahreïn, celle du volet politique a été reportée à plusieurs reprises. Nouvelles élections obligent. Elle n'a aujourd'hui aucune date précise. Et pour commenter ce sujet hautement sensible, nous avons décidé de nous déplacer dans un quartier est de Jérusalem. Nous sommes au-delà de la ligne verte, à Har Homa. Derrière moi, vous voyez les montagnes de Judée ou Cisjordanie. Chacun choisira son mot. Nous sommes chez l'habitant. Alors entrons dans le salon avec nos invités et les voici. Sabrina Moïse, elle est coach sportif. Alain Bachinski, il est artiste. Jacques Nénaud, il est entrepreneur social. Avram Azoulay, il est créateur du journal Le Petit Hebdo et d'un nouveau mensuel, Mosaïque. Tamara Bessira, elle est porte-parole de Nir Barkat et du Likoud francophone. Stéphane Amar, il est journaliste. Enfin, avec ses feutres et ses crayons, Emmanuel Halimi va croquer notre émission. Comme il faisait un petit peu frais dehors, nous nous sommes installés maintenant dans un salon, celui de Sylvie et William Nakache du restaurant Bon Appetito, ici à Roma, que je remercie pour leur accueil. Ils ne sont pas avec nous puisqu'ils sont au travail. Et pendant ce temps, on a réuni quelques habitants de Jérusalem. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, habitants de Jérusalem et de Bethléem. Et je vous remercie en particulier, Jacques Nénaud, d'être avec nous, puisque vous êtes franco-palestinien. Tiens, je vais commencer avec vous d'ailleurs. Prenez le micro. On a vu là en quelques images, à la fois ce qui pourrait être le plan de paix de Donald Trump, avec évidemment tous les guillemets qu'il faut rajouter vu la source qui est derrière. Est-ce que pour vous, ce schéma qui se dessine, et puisque nous sommes ici, à Jérusalem, dans la partie orientale de la ville, est-ce qu'un tel plan peut être acceptable ? Bonjour à tous et bonne fête Hanouka. Je pense que Trump s'en fout en fait de faire une paix juste. Il veut juste une paix pendant son mandat pour dire voilà, je suis le héros qui a réussi à faire ce que les autres n'ont pas fait. Pour faire une paix, d'abord il faut qu'il y ait les bases d'une paix. Et les bases d'une paix, elles ne se retrouvent pas dans cet accord qui est imposé d'abord. On n'a même pas demandé l'avis aux Palestiniens. Et donc, je ne vois pas comment il va pouvoir implanter un accord si la deuxième partie importante de cet accord n'a pas été consultée. Mais à quel accord les Palestiniens seraient prêts ? À un vrai accord de paix et non pas juste à une paix. Nous voulons une paix juste, basée sur une vraie réconciliation, une reconnaissance mutuelle et une forme voilà... basé sur la justice. Cet accord n'est pas vraiment basé sur la justice. On ne peut pas venir et évacuer tous les problèmes essentiels qui existent et qui font partie du droit international pour imposer la paix. Mais c'est la première fois qu'un plan propose vraiment de résoudre la question de Jérusalem, par exemple. Oui, c'est une ultra-solution, c'est-à-dire, voilà, comme si un médecin il vient dire le problème est résolu, le malade est mort. Et il ne s'agit pas de ça, il s'agit de vraiment proposer une solution et non pas d'imposer une vision qui est à côté de la plaque pour moi. Stéphane Amar, est-ce que pour vous, ce plan de paix tel qu'on l'imagine et tel qu'il pourrait être décrit est, comme l'a dit à l'instant Jacques, à côté de la plaque ?
Non, je crois qu'au contraire, le plan Trump, il acte une réalité sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a fait pour l'instant la démarche inverse. On a toujours essayé vers le haut d'appliquer un accord. Ça n'a jamais marché parce que ça a toujours été basé sur un partage du territoire. Or, je pense qu'il est impossible de partager ce territoire. Il est trop petit, il est trop exigu. Et surtout, les lieux importants sont les mêmes pour tous. Enfin, ils sont complètement entremêlés. Par exemple, pour les Palestiniens, l'essentiel, c'est la plaine côtière, en vérité. C'est Jaffa, Haïfa, Lod, etc. C'est là le cœur de la Palestine historique. Pour les Juifs, le plus important, c'est la Cisjordanie, c'est la Judée-Samarie biblique. Donc, vous voulez dire là où chacun n'est pas, en quelque sorte. Tout à fait. C'est une grande ironie de l'histoire, c'est que les présences sont inversées pour des raisons qu'on ne pourrait pas expliquer maintenant. Mais pour ce qui concerne Jérusalem, là où on se trouve, il est évident que la colonisation israélienne a tellement avancé depuis 67, est devenue maintenant tellement prédominante. On est ici à Homa, Jacques le disait avant l'émission, une ville de 30 000 habitants, donc aussi grande que Bethléem. Et cette ville, ce quartier n'existait pas il y a 20 ans. C'est un nouveau quartier de Jérusalem. Donc si vous voulez, le rapport... Quartier qui, dans le plan Trump, resterait sur la carte côté israélien. Absolument, mais ça exclut tout partage de Jérusalem. Il est évident que si les implantations, il y a plus de Juifs, si vous voulez, maintenant à l'Est qu'à l'Ouest. Il y a même plus de Juifs à l'Est que de Palestiniens à Jérusalem-Est. Donc il est évident qu'il n'y a plus de partage possible. D'ailleurs, l'ambassade, qui est tout près d'ici, la nouvelle ambassade américaine, est située pile sur la ligne entre l'Est et l'Ouest. Comme pour dire, nous reconnaissons de facto l'annexion de Jérusalem-Est par Israël. Donc ce plan de paix, si vous voulez, de Trump, acte une réalité sur le terrain. Il a, entre guillemets, si vous voulez, la franchise de reconnaître ces 50 ans d'avancée israélienne, ces acquis territoriaux israéliens. Et donc, mais est-ce qu'il a des chances d'être accepté par les deux parties? Il est inacceptable pour les Palestiniens, Jacques le disait, c'est évident, puisque si vous voulez, c'est une reconnaissance de l'annexion de Jérusalem-Est par Israël. Ici, par exemple, là où on se trouve, le quartier d'Achoma, coupe la continuité entre Bethléem et Jérusalem-Est. Mais c'est pour ça qu'il a été créé, Netanyahou l'a reconnu récemment. C'est le but même d'Achoma, si vous voulez, c'est d'empêcher la création d'un État palestinien. Donc il est évident que cet accord Trump va être rejeté massivement par les Palestiniens, puisqu'il ne sert pas les intérêts. Au contraire, il reconnaît, si vous voulez, d'une certaine manière, les acquis d'Israël depuis 50 ans et même avant. J'aimerais bien qu'on entende une personne qui connaît très très bien les coulisses de la mairie de Jérusalem, Tamar Abessira. Exactement, je sais. Mais c'est pas juste parce qu'on connaît les coulisses de Jérusalem qu'on peut se positionner ou donner son avis. Moi, je pense que c'est un faux débat. Excusez-moi, Benjamin, je pense que c'est un faux débat puisque le plan de Trump n'a pas été révélé. Je ne vois pas comment on peut s'appuyer sur des propos tenus par un site proche du Hezbollah pour dire tiens donc voici le plan de Trump. Ça s'appelle pas le plan de paix de Trump, c'est pas du tout révélé. Ça fait 3 ans qu'on entend parler du plan de Trump et je pense que Trump ne dévoilera son plan de paix réellement. Donc ça sert à rien de parler, de commenter tout ce qui a été dit par ce site libanais qui a donné des informations complètement fausses et qui ont été démenties par le gouvernement américain, par par la Maison Blanche. La Maison Blanche. Donc à partir de là, ça sert à rien de commenter tout ce qui a été dit. Selon moi, ce qu'il faut être... Après, il y a des réalités qui sont celles du terrain décrites par Stéphane Amar et il y a un refus incarné aussi par Jacques tout à l'heure, quel que soit finalement le plan de Trump qui aurait lieu. Tout à fait. Mais ce qu'il faut être certain, ce dont on doit être certain, c'est que le réel plan de paix de Trump ne sera dévoilé qu'une fois qu'un gouvernement sera constitué, qu'une fois que Binyamin Netanyahou aura réussi à former son gouvernement. Vous empiétez sur la seconde partie de cette émission. Tamar Abessira, vous empiétez sur la seconde partie. Sabrina Moïse. Non, je voulais juste dire, comme a dit Stéphane, pour une fois n'est pas coutume, on est assez d'accord. Effectivement, ça revient à dire ce qui se passe effectivement sur le terrain, les uns d'un côté, les autres de l'autre, et à prendre acte de ce qui se fait. Mais moi, justement, en fonction de ce qu'a révélé, parce que c'est un site proche du Hezbollah qui a révélé ces choses, je me dis qu'ils ont sûrement gardé, en fait, l'autre partie. Il y a sûrement quelque chose. C'est vrai que ce serait un peu trop beau pour Israël, et je ne pense pas que ce serait tellement unilatéral, faire tellement plaisir à Israël. Il y a sûrement quelque chose. Donc qu'est-ce que vous voyez derrière? Qu'est-ce que vous voyez derrière ces révélations? Et qui donnerait peut-être une chose positive. Et donc qui donnerait en quelque sorte un crédit pour les Palestiniens, voilà, d'une certaine manière. Avram Azoulay. Ce que disait Jacques, c'est bien beau, mais ça fait 72 ans qu'Israël tend la main aux Palestiniens et ça fait 72 ans qu'ils refusent. Alors que ce soit ce plan ou un autre, on sait qu'ils vont le refuser. Donc on sait qu'il n'y aura pas d'accord. Je pense qu'on devra attendre plusieurs générations avant que les Palestiniens veuillent vraiment faire la paix. Donc on se fait des illusions pour rien. Je sais que quel que soit l'accord, il sera refusé.
Alain Bachinski, vous accordez, vous, un crédit à ce qui a été divulgué? Ça fait 72 ans que je ne crois pas qu'on tend la main depuis 72 ans aux Palestiniens. Je pense que tous ces plans, c'est du vent. Et je vais faire mon petit Bibi Netanyahou comme à l'ONU. Donc voilà. Donc ça, c'est la Palestine aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un archipel. Un archipel. C'est-à-dire tout ce qui est en bleu. Quand vous dites la Palestine, en fait, vous me parlez de la Cisjordanie, les territoires, les shtachim, comme on dit en hébreu. Oui, mais en Cisjordanie, hein, en Judée-Samarie pour d'autres. Donc tout ce qui est en bleu est sous domination israélienne et tout le reste, ce sont des petites îles. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc parler tout le temps de créer un État palestinien sur la base de ce qu'on peut en voir, c'est une chimère. Vous voulez dire que toute continuité d'un État palestinien est impossible aujourd'hui? C'est impossible. Il faut trouver une autre solution que de... Soit c'était pendant très longtemps, et j'étais de cet avis, de créer deux États qui vivent côte à côte, et c'est encore ce que Jacques attend. Donc pour moi, c'est terminé, c'est derrière moi. C'était dur à accepter, mais c'est une chimère. On ne peut plus créer une paix, on ne peut pas créer la paix en soi-disant créant un État soi-disant palestinien avec... toutes les limites que l'on mettrait à cet État palestinien, pas d'armée, pas d'aéroport, pas de ceci, pas de cela, et un État israélien super puissant. On a quand même l'expérience de Gaza. Gaza qui aujourd'hui finalement est cette possibilité éventuelle d'État palestinien. On sait qu'est-ce que c'est, il n'y a plus un seul juif à Gaza et regardez le résultat, on est tout le temps en guerre. Donc qu'est-ce que vous voulez? Moi j'habite à Homa et entre nous, j'aimerais pas que dans la Judée-Samarie ou à Bethléem, puisque vous habitez là-bas, ça soit un État palestinien et qu'on reçoit nos missiles le matin comme à Sderot ou comme dans tout le sud d'Israël. Quel intérêt? Alors si l'État, vous voulez leur donner en plus une armée pour qu'ils s'arment contre nous, merci, on a subi le terrorisme, on a subi assez de guerres. Je ne vois pas pourquoi on manquerait de réalisme pour faire encore un État dans l'État. Donc un État à Gaza, un État Judée-Samarie. Peut-être que vous voulez aussi qu'on aille dehors, comme ça vous serez plus tranquille. Je parle plutôt à monsieur qui est plutôt côté palestinien. Jacques, moi j'aimerais bien vous entendre maintenant. Au vu de cette carte et au vu de la réalité d'aujourd'hui, vous aspirez encore à un État palestinien? On aspire à la liberté. Après, si c'est un État palestinien ou un État commun, l'essentiel c'est d'avoir notre liberté et d'être traité avec dignité. État commun avec qui? Or, jusqu'à aujourd'hui, Israël a proposé uniquement la violence et l'apartheid et le nettoyage ethnique aux Palestiniens. C'est incroyable. Vous avez commencé par un péché originel. Excusez-moi, je vous donne mon avis. Je vous ai entendu et j'ai le droit de vous donner mon témoignage. C'est d'une agressivité mais ce n'est pas d'une agressivité, c'est du vécu. Où est-ce que vous allez vous faire soigner quand vous êtes malade? Dites-moi dans quelle université vont étudier vos enfants et parlez-moi d'apartheid. Excusez-moi. Madame, les Palestiniens ne peuvent pas circuler. Quand on est de Cisjordanie, parler d'apartheid en Israël, vous êtes loin de la réalité. Pour circuler, pour aller prier au Saint-Sépulcre, j'ai besoin d'un permis donné par l'armée israélienne. Parce que nous, on a le droit d'aller prier au mont du Temple, monsieur? Rappelez-moi à quel moment. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Ce que monsieur décrit, c'est tout à fait vrai. Les Palestiniens n'étudient pas à l'université de Jérusalem, c'est les Arabes d'Israël ou les Arabes de Jérusalem. Donc ce qu'il dit est tout à fait vrai. Ils ne vont ni dans les hôpitaux de Jérusalem, ni dans les universités de Jérusalem. Donc il vous décrit une réalité qu'il faut savoir entendre. C'est le problème de la droite, c'est qu'elle n'a jamais su entendre cette réalité que décrit monsieur. Il a tout à fait raison. Il n'y a aucune raison pour que des gens qui vivent à 100 mètres d'ici n'aient pas les mêmes droits que d'autres qui sont d'ailleurs ou palestiniens ou juifs. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, les Palestiniens de l'intérieur, de Haïfa, de Hébron, de Tel Aviv ont effectivement tous les droits que vous dites. Mais non, c'est important parce que la réalité, non, je vous réponds d'abord, la réalité qu'il décrit est tout à fait juste et tout à fait objective. Donc il faut arrêter de tout mélanger et de parler de Mont du Temple. Ça tout à fait... Probablement, je ne vous apprends pas grand-chose. Ma famille détient des terres ici à Roma. Vous n'êtes pas venu me demander mon avis quand vous avez volé ces terrains.
Et ma famille et ma belle-famille a des terrains. Alors, je ne comprends pas pourquoi, parce que vous êtes juif et vous avez le droit... Vous avez... Mais comment vos terres... C'est pas parce qu'on est juif, c'est qu'on est sur nos terres. Mais comment vos terres... Moi, j'ai le cadastre turc qui reconnaît que je suis propriétaire. Mais moi, j'ai le cadastre d'Abraham. J'étais là... Mais attendez... Alors, attendez. Ce sont évidemment plusieurs légitimités aujourd'hui qui se disputent. On va marquer une petite pause, parce qu'il faut donner la pub, et on va se retrouver ici dans quelques instants à Roma. Nous sommes à Jérusalem, dans un quartier est, au cœur justement de ce conflit. Et on vous donne la parole juste après la pause. Seconde partie de ces conversations avec vous habitants de Jérusalem, débat très animé ce soir autour du deal du siècle de Donald Trump. La semaine dernière ont été dévoilés par des médias libanais les contours de ce plan. La Maison-Blanche dit que c'est faux. Et depuis tout à l'heure, on débat de cette question. Peut-être pas du plan de Trump en tant que tel, mais en tout cas de l'enjeu. Parce qu'il faudra bien trouver un jour ou l'autre, Trump ou quelqu'un d'autre, une solution. Alain Bachinski, vous y croyez, vous, à une résolution, que ce soit Donald Trump ou quelqu'un d'autre avant ou après lui? Imaginez une solution quand on voit que côté israélien comme côté palestinien, personne n'est vraiment prêt à faire des concessions. Je crois qu'on n'a pas intérêt à essayer de faire la paix. Je ne parle pas pour moi, mais je me constate qu'en Israël, on vit très bien comme ça. C'est-à-dire, le problème palestinien, il n'existe pratiquement plus. Ils sont derrière un mur, on n'en entend plus parler. À Gaza, il nous ennuie un peu. On est essentiellement occupé à penser à l'Iran, à Hezbollah. L'économie se porte bien, elle se développe. Internationalement, ça va apparemment de mieux en mieux avec, et je dois bien admettre que Bibi Netanyahou a bien réussi à ouvrir Israël à l'international. Mais sincèrement, donc pour vous, le statu quo peut être éternel. J'ai l'impression qu'on a envie que ça continue comme ça toujours. On se débrouille. C'est pas qu'il y ait un attentat de temps en temps. C'est peut-être. On est habitué à ce qu'il y ait parfois des attentats. Donc pourquoi aller vers l'inconnu, c'est-à-dire rechercher une solution? Ce n'est que des inconnus, alors que là. Donc vous pensez que tout le monde fait semblant en déclarant qu'on veut un plan de paix, on se dirige vers un deal? Tout ça, ce sont des belles promesses, mais chacun sait derrière qu'il n'y aura rien. On sait bien que c'est pas possible de trouver une solution négociée. C'est pas possible. Stéphane Amar. Heureusement que vous l'avez mis à gauche, monsieur, parce que c'est exactement la position de Netanyahou en fait qui vient de donner. C'est-à-dire que Netanyahou, effectivement, voit très bien que la situation, le statu quo, est profitable à Israël. Donc il joue la montre jusqu'à que les Juifs soient beaucoup plus nombreux et surtout beaucoup plus nombreux par rapport aux Palestiniens. Et on se dirige, en fait, pour répondre à votre question sur quelle va être l'issue, vers une annexion. C'est la seule solution en vérité. C'est-à-dire que un jour, peut-être dans un avenir assez proche d'ailleurs, les territoires de Judée-Samarie. Quand vous dites annexion, c'est Judée-Samarie, absolument. Non, pas Gaza. Et d'ailleurs, le plan de paix, et là où je ne suis pas non plus d'accord avec Tamar, c'est que je pense que le plan de paix est tout à fait juste. Mais il a été dévoilé aussi par une télévision marocaine, et c'est exactement le même. Il prévoit l'autonomie et voire l'indépendance de la bande de Gaza. C'est-à-dire que Gaza va sortir d'une certaine manière 2 millions de Palestiniens de l'équation démographique. Gaza n'est plus une question. Il n'est plus une question, absolument. Parce que, effectivement, comme dit monsieur, d'ailleurs, il y a de moins en moins d'attaques. Il n'y en a quasiment pas eu cette année. Il y a un hôpital qui vient d'être construit avec l'autorisation d'Israël par des chrétiens évangéliques dans Gaza. Donc on voit très bien que la situation s'apaise. On parle même de construire un port, voire un aéroport. C'est le plan 4. Mais les habitants de Sderot qui nous regardent, eux, ne sentent pas du tout une situation d'accalmie. Désolé, il y a très très peu de roquettes qui sont tombées et les dernières marches du retour ont été interdites par le Hamas. La dernière fois, il y en a eu 700. C'était le djihad. Il y a 700 roquettes. Attends, c'était le djihad islamique. C'était le djihad islamique, c'était pas le Hamas. Non, c'est important. Le Hamas a réprimé, parce que le Hamas a réprimé ces attaques. C'est important. Vous voulez dire que l'autorité de Gaza, elle est pour l'accalmie?
Absolument. Ça, c'est le Hamas net. en l'occurrence. Et je termine sur la Cisjordanie. C'est certain que vu que le rapport démographique maintenant penche en faveur des Juifs, et surtout la dynamique de naissance, les Juifs ont plus d'enfants que les Palestiniennes, il est évident qu'on se dirige tout droit vers une annexion, et c'est la seule possibilité pour mettre fin à ce conflit. Et avec des droits évidemment égaux pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde puisse se déplacer librement dans cet espace, comme les Arabes et les Juifs se déplacent librement dans la ligne de 67. Sabrina Moïse. Non, alors justement, moi, éventuellement, si je peux poser une question, je sais que c'est pas mon rôle, mais je voulais vous demander, Jacques, en fait, dans le plan de paix, dans le fameux plan de paix qu'on a exposé, les Palestiniens en fait de Jérusalem deviendraient palestiniens tout en vivant en ce qui resterait Israël, enfin ce qui serait Israël dans Jérusalem, mais en étant palestiniens. Et je me demandais, est-ce que les Palestiniens, en l'occurrence, voudraient vraiment quitter Israël, les Palestiniens de Jérusalem? Jacques Nénaud. Il faut leur poser cette question, c'est pas à moi. Moi, je vis à Bethléem, je ne peux pas me rendre à Jérusalem parce qu'il n'y a pas la liberté de mouvement. Et donc, il faut poser cette question aux Palestiniens de Jérusalem. Bon, vous avez fait peu pour venir aujourd'hui, vous avez demandé une autorisation. Monsieur Trump, il propose un accord de paix sans demander l'avis à ceux qui sont concernés. Je ne trouve pas comment il va mettre en place un accord si les gens concernés n'ont pas été consultés. Il n'y a pas de dialogue, et on le sait, entre Trump et l'autorité palestinienne qui représente les Palestiniens. Mais est-ce qu'un dialogue est possible avec Mahmoud Abbas aujourd'hui ? Mahmoud Abbas... Qui refuse tout dialogue avec les Américains. Est-ce que pour vous, Mahmoud Abbas est votre bon représentant ? Écoutez, Mahmoud Abbas, il a continué la coordination sécuritaire avec Israël, et c'est le point le plus important. Sans cette coordination sécuritaire, Israël serait en danger. Donc il faut arrêter vous le reconnaissez quand même. De montrer une image négative de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas est d'un grand intérêt pour Israël. Non, mais vous, en tant que Palestinien, est-ce que Mahmoud Abbas, Jacques, pour vous en tant que Palestinien, est-ce que Mahmoud Abbas incarne encore aujourd'hui vos aspirations ? Bien sûr que et vos non. envies ? Il faut des élections, il faut que ce soit des élections libres. Et donc, étant donné qu'aujourd'hui, tout le monde se mêle de ces élections côté palestinien et que les Palestiniens de Jérusalem n'ont pas la liberté de voter, et qu'une bonne partie des Palestiniens à Gaza aussi ne peuvent pas voter. Donc voilà, le problème, il est là. Et Jacques, à votre avis, si vous votiez aujourd'hui, c'est le Hamas qui monterait ou c'est le Fatah ? Je ne peux pas le savoir. Vous le savez très bien. C'est le Hamas qui va prendre le pouvoir. Je ne sais pas. Mais si, vous le savez. L'islam est montant et c'est le Hamas qui va monter. Donc demain, on aura le Hamas à côté. Déjà, le Fatah, ce n'est pas des voisins exceptionnels. Mais alors, si on a le Hamas, si vous voulez qu'on fasse un État avec le Hamas à côté de nous, c'est ça que vous voulez pour nous ? Écoutez, je pense que le Hamas a montré des signes qu'il est prêt à négocier. Oh oui, c'est vraiment des modérés, des signes avec des missiles. Vous savez, ils les mettent sur les missiles. 700 missiles à la dernière. En 4 jours, 700 missiles, c'est vraiment un message de paix que vous envoyez. C'est normal que les gens ripostent. Vous arrêtez de vous voiler la face. Quand Clinton vous a donné pratiquement tout avec Barack, Clinton, on vous a tout donné sur un plateau, et il y a eu l'intifada. Vous croyez qu'on peut croire que n'importe quel plan de paix, vous ne l'accepterez pas? On le sait très bien que ça soit... Monsieur, vous parlez parce que vous considérez les gens peut-être comme des moustiques. Les moustiques, on peut les écraser. C'est vous qui nous considérez comme des moustiques. On envoie des missiles à des enfants. Avec la violence, l'occupation... Envoyer des missiles au hasard sur des enfants, des femmes et des hommes, c'est quoi? C'est appeler quoi les gens? Vous trouvez que ça, c'est des gens normaux qui envoient des missiles sur des civils au petit bonheur la chance? Les missiles ont été envoyés après combien de temps d'occupation et de blocus? Ça fait depuis 2006 qu'Israël bloque Gaza et fait un blocus inhumain. Dans la main pour qu'il y ait la paix et vous ne la voulez pas. Vous voulez notre place, c'est tout ce que vous voulez. Donc arrêtez de faire les personnes civilisées. Quand on veut la place de quelqu'un d'autre, c'est qu'on ne veut pas la paix. Excusez-moi, mais vous parlez très bien en français, mais vous ne voulez pas la paix, vous voulez notre place. Écoutez, et quand Arafat et Rabin ont signé la paix, c'était quoi pour vous? C'était une mascarade du côté d'Arafat et de Rabin? Je pense que les deux, de deux côtés... C'est sûr que c'était une mascarade. De notre côté, c'est jamais une mascarade. Quand on signe, on respecte notre signature, pas vous. Vous avez très bien respecté votre signature puisque Aroma a été construite pendant les négociations. Donc là, vous avez un bon exemple de respect de signature. Je vous rappelle que l'État d'Israël est le seul État au monde qui ne respecte aucune résolution des Nations Unies. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Vous êtes les numéro 1 de la propagande. De toute façon, personne ne vous croit. La propagande, c'est Israël, c'est pas les Palestiniens. Parce que ça fait 72 ans que vous avez la chance de pouvoir faire la paix
et que vous ne la faites pas. Donc vous faites que de la propagande et plus personne ne vous croit. Je crois que même l'Europe, même vos amis arabes du monde entier vous ont tourné le dos parce qu'on ne vous croit plus. Vous n'êtes pas sincère quand vous voulez la paix. Vous n'êtes pas sincère. Vous mentez. Vous faites semblant de vouloir, mais vous ne voulez pas. Et Abou Mazen ne nous entend même pas, ne nous parle même pas. Alors qu'est-ce que vous espérez de quelqu'un qui n'entend même pas et qui ne veut pas avancer? Il est pire qu'Arafat, parce qu'Arafat au moins il parlait, il mentait, mais lui ne parle même pas. Alors arrêtez de nous faire croire... On a compris Abraham, et on va parler avec respect les uns aux autres. Jacques, peut-être un mot juste là-dessus, sur la dernière phrase qu'il a prononcée, à savoir c'est vrai qu'il y a eu Camp David 2, il y a eu une déception en se disant on propose 97% de la Cisjordanie, la moitié de Jérusalem, et même ça il refuse. Et même ça il refuse. Écoutez, on sait bien, puisque beaucoup de journalistes ont écrit sur cette paix manquée, qui est responsable de la paix manquée. Il faut arrêter la propagande. À l'époque, c'était Barak. À l'époque, c'était Arafat, excusez-moi. Non, c'était pas Arafat. On a demandé à Arafat de signer quelque chose où il serait considéré comme un traître par son peuple. Moi, j'ai parlé au tout début, j'ai dit justice. Alors, vous essayez d'ignorer l'origine, puisque vous dites que c'est une propagande. Il y a eu un nettoyage ethnique. Si on ne reconnaît pas ça, on n'est pas encore prêt à faire la réconciliation, puisque tout processus de paix commence par une réconciliation, une reconnaissance de l'autre. Donc, moi, personnellement, je connais les souffrances du peuple juif, les souffrances qu'ils ont vécues en Europe. J'en suis responsable, mais pas coupable. J'en suis responsable comme tout être humain qui est responsable de tous les massacres quand ils sont commis. Et vous voulez que les Palestiniens payent pour ces crimes commis en Europe. Donc, excusez-moi, votre comparaison, elle est déplorable. Vous voulez comparer la Shoah maintenant avec les guerres qu'on a eues avec les Palestiniens? Là, vous rentrez dans votre propagande. C'est une honte ce que vous êtes en train de comparer. Vous comparez la Shoah avec votre peuple? Monsieur, je ne compare pas. Comme vous avez eu des souffrances, et la Shoah, c'est pas vous. Je ne pense pas que vous avez vécu la Shoah. Donc, quel rapport? vous utilisez... Quel rapport? C'est mon peuple, c'est mon histoire. La Shoah pour justifier des politiques criminelles. Donc ça... Nous, on justifie bien sûr, une politique criminelle avec la Shoah. Pour justifier les politiques criminelles. Vous savez comment vous nous aimez? Vous savez comment vous nous aimez? Mort. C'est ça que vous aimez. Bon, vous aimez raconter... On va essayer d'avoir un débat un petit peu plus pondéré. Excusez-moi, pour reprendre juste quelques mots. Non, mais je vois qu'Abraham, vous l'avez pris vraiment à cœur et vous avez raison, parce que les propos sont scandaleux de la part de monsieur. Mais je ne pense pas, monsieur, vraiment, et je ne pense pas à Benjamin, qu'on va trouver une solution ce soir autour de cette table. Ça aurait été trop beau qu'on trouve une solution ce soir. Donc je pense qu'il faut se calmer. Faut remettre les choses dans son contexte et il faut essayer d'être un petit peu plus honnête. Je crois que le peuple juif a été très accueillant, a accepté les Palestiniens, a donné aux Juifs, aux Palestiniens qui vivent à Jérusalem, en Israël, la possibilité d'accéder à des études, d'accéder à un niveau de vie qui est égal à celui des Juifs qui vivent en Israël. Donc je ne comprends pas comment... Ils ne devraient pas dire merci. Nous, on les a acceptés, qu'ils nous acceptent, tout à fait. Mais on ne peut pas profiter du système et le critiquer après. Alors, je voudrais juste rationaliser un tout petit peu. Stéphane Amar, parce que ce dont parle Tamar, c'est très intéressant. Notre discussion, elle est très importante, surtout en ce moment. Ce dont parle Tamar, c'est des Arabes israéliens. C'est très intéressant. Effectivement, il y a dans le pays d'Israël, dans l'État d'Israël, 20% de citoyens qui sont des Arabes, qui sont en vérité des Palestiniens. Qui sont exactement les mêmes Palestiniens que Jacques de Bethléem, c'est les mêmes familles, les mêmes peuples, etc. Sauf qu'ils ont un statut radicalement différent. Donc quand vous dites qu'il n'y a pas de solution, bien sûr qu'il y a une solution. La solution, elle est sous nos yeux. C'est l'Israël de 67. C'est des droits égaux pour tout le monde. Tout le monde est représenté au Parlement. Tout le monde peut accéder à des études universitaires, se faire soigner dans les hôpitaux, etc., etc. Il faut simplement entre guillemets, étendre cette réalité. Ce que vous dites il faut étendre cette réalité à Cisjordanie. Pour qu'on comprenne l'enjeu, si jamais c'est un Israël avec ces frontières-là, ça va poser une question démographique. Alors oui. Sur le caractère juif de l'État d'Israël. Alors il y a deux réponses à cela. D'abord, la dynamique démographique, je vous le disais, est en faveur des Juifs. Maintenant, les Juifs croient plus rapidement, donc il n'y a plus de risque pour les Juifs de perdre une majorité en Israël, ce qui est très important. Et la deuxième, c'est la loi État-nation qui a été votée en 2018, qui définit très clairement le caractère juif de l'État d'Israël. Donc il n'y a plus de raison pour les Juifs d'avoir peur, finalement, d'intégrer cette population en son sein. Et c'est très important, je pense, du point de vue humanitaire, du point de vue même philosophique de l'État d'Israël, que tous les gens qui sont sous souveraineté israélienne, puisque les Palestiniens de Bethléem sont sous souveraineté israélienne en vérité. Comme l'a dit Jacques, l'autorité palestinienne, c'est un fantoche. C'est une sous-traitance, finalement, de l'occupation. Mais
ce qu'il faudrait, si vous voulez, c'est que ces gens-là aient exactement les mêmes droits que les Arabes de l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'un Arabe de Haïfa aurait le droit de se déplacer librement et pas un Arabe de Bethléem? C'est absolument illogique. Et cette situation qui dure depuis 52 ans est intenable. Il faut absolument pour y vous, mettre la solution, c'est citoyenneté israélienne, c'est l'annexion pure et simple. Totale. Y compris de la zone A. Absolument. Bien sûr. Y compris de la zone A. On ne peut pas créer des bancs tout ce temps. Monsieur nous a montré le plan. Les principales villes palestiniennes. Dans un État démocratique, en France, il n'y a pas, si vous voulez, les Français et puis les gens du 93 qui ont un autre statut. Tout le monde a le même statut. Peut-être, ça irait. C'est un autre débat. Alain Machinsky, c'est réalisable? Je suis entièrement d'accord. Rien à ajouter là-dessus. C'est le bon sens. Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, excusez-moi, mais je ne suis pas du tout d'accord. Il y a le secteur C, où il y a une majorité juive et il y a des villages arabes. Je pense que ça... On va rappeler que c'est la zone qui est sous gouvernance totalement israélienne, à la fois politique et militaire. Oui, il y a des arabes et des juifs, la majorité est juive, et tout ce secteur doit être annexé. Je ne suis pas du tout pour annexer ni Bethléem, ni Ramallah, ni tous ces pays, toutes ces villes où il n'y a que des Arabes. Je préfère qu'on leur donne l'autonomie. Donc ce que vous me dites là, ça s'appelle le plan Trump. Oui. En tout cas, dans ce qui s'esquisse. Je pense qu'il n'y a pas à penser encore à un État palestinien, à part Gaza, puisque c'est déjà un État, sans qu'on l'ait nommé, mais c'est un État. Il y a un État avec des frontières qui nous tirent dessus, mais c'est un État. Donc, non, c'est quand même un État, même si ce n'est pas officiellement déclaré. Il se comporte comme un État, même si ce n'est pas, comme vous dites, un État. Mais par contre, tout ce qui est Bethléem et autres, il faut leur donner l'autonomie pour qu'ils aient plus de liberté de circulation, mais sûrement pas devenir des habitants israéliens. Dans tous les cas, ils ne le voudraient pas. Quelle réalité est possible dans ces conditions-là? Quelle réalité pour et eux en tant qu'habitants aussi? Mais quand on vit normalement avec des êtres humains, on n'est pas obligé de se faire la guerre. Il peut habiter à Bethléem, je peux lui parler, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne vais pas l'attaquer, je ne vais pas lui tirer dessus, je ne vais pas me battre avec lui parce qu'il habite à Bethléem, qu'il est arabe ou qu'il est ce qu'il veut. Et moi, parce que je suis juif, il ne devrait pas normalement m'attaquer. Donc on pourrait vivre à côté sans se faire la guerre. C'est possible. On n'est pas nés guerriers. On fait la guerre parce qu'on n'a pas le choix. On nous attaque, on touche nos enfants et nos enfants ils vont à la guerre pour nous défendre. Voilà ce qu'on fait. Mais on ne fait pas la guerre parce qu'on aime la guerre. On n'est pas on n'est pas des barbares pour faire la guerre. Les Palestiniens nous attaquent. On se défend. Non, eux ils font la guerre pour prendre notre place. C'est pas une vision un peu simpliste que nous on ne veut que la paix. C'est pas tellement une vision simpliste quand vous eux veulent nous détruire. Attendez, Alain Machinsky. C'est pas tellement des simplistes comme propos quand on sait que jamais vous avez entendu un juif rentrer dans une maison et étrangler 5 personnes, dont un bébé de 15 jours. Alain Machinsky. Donc quand on entend des Palestiniens, des terreurs comme ça, des horreurs comme ça, des attentats tels qu'on a eu toutes ces années. On a et les bus qui ont explosé, les cafés qui ont explosé. Bien sûr, c'était terrible. On oublie, mais c'est une manière peut-être de s'exprimer différemment qu'on ne comprend pas. Peut-être on vient d'Europe, on ne comprend pas que s'exploser, c'est une manière de passer un message. Excusez-moi, mais on s'est habitué à une barbarie palestinienne et ça suffit. Il faut leur dire les choses clairement. Entre nous, je fréquente beaucoup d'Arabes puisque j'habite ici dans ce village d'Arhoma et à Tourbacher, c'est mes voisins. On prend les mêmes routes, on habite ensemble. Ils ont même des commerces ici. Et croyez-moi, on se parle, on se sourit, on fait du commerce ensemble et on n'a aucun problème de communication. Je pense même, je vais vous dire une chose, je pense que les Arabes israéliens sont les... Attendez, excusez-moi. Les Arabes israéliens sont les Arabes les plus heureux sur terre. Au moins, on les respecte, ils ne sont pas en danger, ils ont des droits, ils gagnent de l'argent plus que sûrement en Europe ou en Syrie ou en Iran. Vous voulez que je vous cite tous les pays arabes où on tue les Arabes parce qu'ils sont arabes et entre arabes, alors qu'en Israël... Alors, j'aimerais entendre Jacques Nénaud là-dessus. Est-ce qu'on peut dire heureux comme un arabe en Israël? Mais c'est sûr qu'on peut le dire. Attendez, non, c'est à lui de répondre, pardon. Moi, je veux juste répondre à la propagande, parce que dire que les Palestiniens vont se faire exploser par plaisir, les Palestiniens qui commettent des attentats, ils commettent des attentats parce qu'ils n'en peuvent plus. Oui, donc parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, pardon, vous justifiez. Attendez. Et on fait sauter 10 personnes avec. Je vous ai écouté quand vous avez parlé. Laissez-le parler, pardon. Et vous êtes quelqu'un... Abraham, pardonnez-moi. Abraham, qui s'explose et c'est normal pour vous. Abraham, il y a des règles à respecter dans cette émission. On vous avait parlé. On va écouter Jacques. D'abord, je suis contre les attentats, je suis pour la vie.
Mais quand la vie est impossible, quand les gens ne peuvent pas vivre en dignité... Oui, donc on s'explose. Parce que les hommes ne meurent pas comme des moustiques. Vous ne pouvez pas les écraser et venir dire après qu'ils se font exploser. Si les gens se font exploser et décident de mettre fin à leur vie, c'est parce que justement ils ne peuvent pas vivre en dignité. Donc il faut aussi entendre ça. Vous êtes en train de justifier le terrorisme. La colère. Pas du tout. Ça s'appelle justifier le terrorisme. Je vous ai dit que j'étais contre. Ça s'appelle uniquement Moi, je suis pour la résistance pacifique. Je suis pour la non-violence. Vous n'avez pas l'air pacifique je quand vous tenez ce genre de propos. BDS, par exemple. Je sais bien que vous êtes contre. Vous êtes pour le BDS? Oui, bien sûr. Bravo, félicitations. Mais Donc parce que c'est le seul moyen. C'est le seul moyen de mettre fin à l'arrogance israélienne. En quoi le BDS? À la violence israélienne et à l'apartheid. Quand vous avez en Afrique du Sud l'apartheid, on a mis fin à l'apartheid avec les campagnes BDS. Donc je suis pour BDS pour ça. Et BDS n'a tué personne. BDS, c'est le seul moyen pour montrer aux Israéliens qu'ils se trompent en ne pas respectant le droit international et en pensant qu'ils sont seuls au monde qui ont le droit de ne pas respecter le droit international. Le vrai problème du BDS, c'est bien sûr la caricature qui est faite d'Israël, puisqu'on décrit Israël comme l'Afrique du Sud des Afrikaners, alors que ça n'a strictement rien à voir. Il n'y avait pas dans l'Afrique du Sud des Afrikaners des Noirs qui étaient directeurs d'université, qui étaient juges à la Cour suprême, qui étaient numéro 2 d'Apple dans le monde. Ça n'existait pas. Il n'y avait aucun développement accordé aux Noirs. Donc on est dans une réalité bien plus complexe ici que celle qui est décrite par le BDS. Maintenant, ce qu'il faut vraiment entendre, je pense, dans ce qu'a dit Jacques tout à l'heure, c'est effectivement ce traumatisme que les Palestiniens ont subi, qui est cette forme de grand remplacement. Si on remonte 100 ans en arrière, il y avait 5% de Juifs sur cette terre et 95% de Palestiniens. Aujourd'hui, il y a 70% de Juifs, 30% de Palestiniens environ entre la mer et le Jourdain, si on exclut Gaza. Donc si vous voulez, ces Juifs qui sont venus de partout dans le monde, pour des raisons parfaitement légitimes, mais qui sont difficiles à comprendre pour des gens, des natifs, si vous voulez. Oui, mais c'est difficile. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais vous devez comprendre que c'est difficile pour eux de le comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas, si le dialogue ne se situe pas à ce niveau-là, on n'avancera jamais. Ça sert à rien. On est toujours le terroriste de l'autre. Eux, ils voient l'armée israélienne comme une armée terroriste qui, elle aussi, tue des enfants, etc. C'est une discussion sans fin, qui n'a aucune issue parce qu'il n'y aura jamais aucun accord là-dessus. Nous sommes d'une certaine manière dans un conflit essentiel. Donc il n'y aura pas de réconciliation à ce niveau-là. En revanche, si chacun écoute l'autre, si lui vous écoute quand vous dites nous revenons sur notre terre, nous avons des droits, y compris à Hébron et surtout même à Hébron, parce que c'est la patrie historique du peuple juif et surtout bien sûr à Jérusalem. Mais si lui vous dit moi j'ai envie d'aller voir ma tante qui habite à Yafo, qui est née là-bas, etc., bien avant que vous n'arriviez de France, il faut aussi l'écouter. Et donc d'une certaine manière, il faut faire tomber ces murs, il faut faire tomber ces barrages, il faut trouver une solution. Ça peut être l'autonomie, comme disait Abraham, c'est une solution qui peut être envisagée. Il y a tout un tas de modalités institutionnelles qui peuvent être trouvées. Ça peut être l'annexion pure et simple. Ça dépendra évidemment du rapport démographique. Mais il faut absolument mettre fin à cette occupation militaire qui est nocive et pour eux, et pour les Palestiniens et pour les Israéliens. Au-delà des slogans prononcés par les uns et les autres, Jacques, j'aimerais vous redonner la parole. Il y a à la fois les mots de compassion que l'on entend, il y a à la fois les slogans des uns et des autres. Je pense qu'on a entendu tous les partis ce soir et je vous remercie. Non, pardonnez-moi, Abraham. Pardonnez-moi. Non, c'est une réalité, on vit ici. Attendez, Abraham. Non. Je vais aller au bout de ma question. Je vais aller au bout de ma question, Abraham. Et elle n'est pas pour vous, elle est pour Jacques. Au-delà des slogans des uns et des autres, qu'est-ce que vous pouvez espérer de façon très pragmatique ? Quand on a la réalité d'aujourd'hui, que tout le monde, je pense, aspire à être en paix et pas forcément à être en guerre, qu'est-ce que vous imaginez pour l'avenir de façon pragmatique qui pourrait correspondre à vos aspirations à vous, autant que natifs palestiniens ? Moi, je pense que de toute façon, les chefs de gouvernement israéliens successifs, ils ont mis fin à l'État palestinien depuis longtemps. Avant même l'arrivée de Benjamin Netanyahou, c'était Barak. Et donc, l'État palestinien tel qu'il est imaginé sur les frontières de 67, avec les résolutions des Nations Unies, c'est-à-dire basé sur le droit international, aujourd'hui, il est impossible. Donc vous envisagez quoi demain de façon pragmatique ? Je pense que la seule solution, c'est de donner aux Palestiniens la liberté et les mêmes droits. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autre solution. Mais ils seraient citoyens quoi ? Ils doivent avoir les mêmes droits. Après, ça peut être deux parlements, un parlement palestinien, un autre parlement israélien pour les Juifs. Mais il faut qu'ils imaginent... Comme l'autonomie corse en quelque sorte. Il y a plein de solutions. Du moment où vous respectez l'autre, vous respectez la dignité humaine, je pense que toute solution devient possible. La liberté de circulation, parce que moi j'ai le droit d'aller prier à Jérusalem.
Je ne peux pas. Moi, j'aimerais bien avoir le droit d'aller acheter du rotin à Bethléem. Mais justement, c'est une liberté de... Mais je ne l'ai pas non plus. Mais c'est pas moi qui vous interdis, c'est l'armée israélienne qui vous interdit d'entrer. On va parler. Non, parce que c'est dangereux. Tamar Abessira. Tamar, et ce sera le mot de la fin. Non, je veux dire qu'il n'a pas tellement répondu, monsieur n'a pas tellement répondu à votre question. Et je ne m'en m'étonne pas. En fait, on se rend compte qu'on est dans une situation tellement complexe et que votre seule volonté, c'est de voir Jérusalem capitale de la Palestine, et ça n'arrivera jamais. Jérusalem, c'est la capitale éternelle et indivisible d'Israël, que ce soit